Bonjour, donc dans les pays que j'avais pas traités, en fait, il y a le Royaume-Uni et en particulier au Royaume-Uni, il y a évidemment l'Écosse. Donc je suis tombé sur cet article du Sun, le Sun version écossaise, on va dire, et on voit que il y a marqué, voilà, ils ont en fait un kit officiel pour l'Écosse, un kit de survie, une checklist dû récemment aux menaces de la Russie. On voit que ça date d'il y a très peu de temps, en fait, l'article, et on va détailler un peu ce qu'il y a dans ce kit. Donc on voit Ready Scotland, Create an Emergency Kit for your home. Donc ça veut dire créer un kit d'urgence pour votre foyer. On voit en fait, on va voir que c'est pas extrêmement détaillé. Donc, mais bon, c'est toujours intéressant, il y a toujours des idées à prendre. Donc voilà, il recommande vraiment que toutes les maisons puissent avoir ce genre de choses-là, hein, c'est vraiment important. Et puis, ils expliquent qu'il faut un plan d'urgence pour les cas où il y a besoin de partir ou en cas de crise. Donc, on peut télécharger, on va voir par la suite ce qu'il y a dans ce PDF, mais avant, on va voir ce qu'il y a de recommandé dans le kit. Donc voilà, il y a une introduction. Alors, on a donc une lampe avec des piles et puis des batteries de rechange ou une lampe tempête. Alors, ce qui est important dans la partie batterie, pile, c'est que il faut avoir des piles. Parce que les batteries, celles qui sont à charger, il faut que ça soit chargé très régulièrement. Il faut que ça soit chargé au moins une fois tous les 6 mois. Il faut vérifier que la batterie est bien chargée. Éventuellement, même lui faire subir un cycle de décharge-charge. Mais c'est pas vraiment très pratique. Et je pense qu'au bout de quelques fois, quelques années, en fait, on oublie très facilement de gérer ça. Donc l'idée, quand même, pour garder le maximum d'autonomie à ce sujet-là, c'est d'utiliser des piles sèches, des piles chimiques, en fait, de manière à ce que ça soit toujours prêt, et en plus que vous puissiez ça stocker pendant des années, parce que vous pouvez stocker les piles pendant des années, dans des bonnes conditions, il faut que ça soit sec, etc. Ne pas les mettre à l'intérieur des équipements, ça c'est aussi quelque chose qui est particulièrement important. Et donc voilà, ça ne vous empêche pas d'avoir des batteries, donc rechargeables, au format nécessaire pour les lampes ou pour d'autres équipements qu'on va voir par la suite. Mais moi, vraiment le point central, c'est d'avoir au moins un jeu de piles chimiques, de manière à disposer et d'être sûr d'avoir tout de suite quelque chose qui soit opérationnel. Et pas avoir besoin de faire une charge, surtout s'il n'y a plus d'électricité par exemple. Et c'est bien une partie du problème, quoi. Ensuite, vous avez les radios. Donc l'idée aussi, c'est là d'avoir quelque chose à base de LED, d'avoir une lampe à très très basse consommation, de manière évidemment à ce que ça s'use le plus lentement possible. Pour les radios. Donc ça, les radios, je voudrais rajouter quelque chose même par rapport aux autres vidéos que j'ai fait sur les kits 72 heures. Donc alors évidemment, il faut que ça soit à base de piles, ça c'est évident. Ça peut être pas mal éventuellement s'il peut y avoir du solaire, mais je voudrais quand même dire un truc, c'est que au fur et à mesure des années, généralement, la qualité de fabrication des radios décline, hein. C'est-à-dire que et elles deviennent aussi de plus en plus fragiles. Je m'explique. Avec la technologie qui n'arrête pas d'évoluer, en fait, vous avez des composants électroniques, bon, vous ne le voyez pas dessus, mais des composants électroniques qui sont de plus en plus miniaturisés. Mais quelque part, en étant de plus en plus miniaturisés, ils deviennent de plus en plus fragiles et en plus de plus en plus susceptibles d'être perturbés. Je pense par exemple, bon, je ne le souhaite pas, hein, mais la radioactivité, par exemple, eh bien, peut vraiment
causer des problèmes aux composants électroniques s'ils sont, comment dire, trop élaborés quelque part. Parce que en étant de plus en plus fins, en fait, ils sont de plus en plus susceptibles d'être victimes des rayons ionisants. Et donc, ça peut poser problème. Et ça, c'est un des points. Le deuxième point, c'est il y a des dizaines d'années, en fait, quand les radios étaient réalisées, en fait, elles étaient réalisées avec des gros composants, des grosses soudures, enfin voilà, le gros truc qui tâche, quoi. Mais quelque part, c'était quand même quelque chose de très solide. Je veux dire, les radios à transistors, ça dure pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, l'idée, c'est quand même, si vous avez la possibilité de trouver des radios AM/FM, ou éventuellement plus, hein, vous pouvez avoir d'autres, les ondes courtes, ce genre de choses-là. Si vous en trouvez d'une époque assez ancienne, qui peuvent être relativement miniaturisées, mais je veux dire, il y a 30 ans, il y a 40 ans, même il y a 50 ans, en fait, les radios étaient quand même déjà suffisamment petites, en fait, hein. Elles tenaient dans la main, et elles peuvent être utiles. J'ai vu leur utilité, hein, j'ai vu leur utilité en Espagne, parce que en Espagne, en 2025, hein, fin avril 2025, vous avez eu une coupure totale. En Espagne et au Portugal, vous avez une coupure totale de courant pendant 12 heures, une demi-journée. Et très clairement, la seule chose, le seul moyen de télécommunication qui existait, alors c'est pour recevoir des informations, hein, mais c'est déjà pas mal, hein, c'est même beaucoup en fait, hein. Le seul moyen pour recevoir de l'information, c'était précisément ça. C'est-à-dire les radios, les petites radios portables équipées de batteries, c'est la seule façon en fait de recevoir de l'information. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Éventuellement, alors ça figure pas là-dedans, hein, mais vous avez, par exemple, si vous voulez communiquer avec d'autres personnes, vous avez aussi les équipements de radio amateurs, par exemple, qui peuvent être intéressants. Alors ça, il faut avoir une licence, hein, mais c'est pas nécessairement très compliqué à obtenir. Donc vous avez, enfin je veux dire, vous avez une licence, ça c'est pour en fonctionnement classique, je veux dire, hors d'état d'urgence. Mais ça peut vous permettre d'apprendre à vous en servir, parce que c'est pas nécessairement toujours très simple, hein. Je veux dire, il y a des choses à savoir, hein. Je veux dire, même une simple CB 27 MHz, c'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser sans, sans une base d'apprentissage. Parce que éventuellement, vous pouvez vous retrouver dans certaines circonstances où vous pouvez cramer l'émetteur. Voilà. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment un gros problème. Mais il faut savoir que c'est ça qui peut permettre en fait d'assurer des télécommunications en cas de panne. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une autonomie en production d'énergie, hein, puisque ça consomme pas beaucoup. Donc un panneau solaire, un hamster dans une cage qui est relié à un alternateur, voilà, une éolienne miniature, tout ça, voilà, ça peut permettre de créer le courant, l'électricité. Et d'un autre côté, vous êtes affranchi des réseaux informatiques parce que maintenant, absolument tout, les moyens de communication passent par les réseaux informatiques, hein. On va en discuter, même le téléphone mobile. Et à ce moment-là, si vous voulez, euh, dès l'instant que vous avez une panne électrique généralisée, les réseaux de télécommunication tombent aussi. Parce que si vous voulez, les points de relais, ils sont nécessairement alimentés par l'électricité. Le jour où ils tombent, c'est terminé, il n'y a plus rien. Sans parler d'une cyberattaque généralisée, comme ça s'est produit aux États-Unis, et où potentiellement vous pouvez là aussi avoir tout le réseau qui tombe. Donc, je veux dire, la communication par les ondes, à ce moment-là, c'est un relais très sérieux, très intéressant en fait, hein. Et vraiment à recommander, à recommander. Ensuite, vous avez donc un chargeur pour téléphone mobile. Là, je dirais même remarque en fait, hein, le téléphone mobile, euh, un chargeur c'est sympathique, mais le jour où vous avez la panne électrique, je peux vous garantir que votre chargeur il sert plus à rien du tout, et donc le téléphone mobile aussi, hein. D'ailleurs,
La panne était à tel point, en fait, c'est-à-dire qu'à certains moments, pendant quelques heures, pas pendant la totalité, mais pendant quelques heures, il n'y avait même plus la possibilité de téléphoner au numéro d'urgence, hein. C'était même plus possible. Donc vous imaginez un peu l'ampleur de la panne, c'est vraiment quelque chose de fou, quoi. Et donc, le téléphone mobile, il faut éventuellement avoir peut-être une batterie externe, hein, de manière à pouvoir, un power pack, de manière à pouvoir garder l'électricité pour les cas d'urgence. Mais là encore, je veux dire, si c'est tout le réseau qui s'est écroulé, le téléphone mobile ne sert pas à grand-chose. Ce qui peut être intéressant, c'est les applications qui se trouvent sur le téléphone mobile. Mais à ce moment-là, peut-être il faut programmer un mode de faible consommation et garder que les applications qui sont vitales, etc., de manière à optimiser à optimiser vraiment l'électricité qui va vers le téléphone mobile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de fonctions, si vous voulez, qui sont intéressants à faire revenir en mode manuel euh, pour économiser l'électricité. C'est toujours pareil en fait. Vous avez besoin dans les situations d'urgence d'économiser un maximum l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des cartes papier, hein, c'est pas si bête que ça, les cartes papier, parce que mine de rien, vous n'avez pas besoin de vous connecter à un réseau, vous n'avez pas besoin de garder ça en mémoire. Si vous regardez la carte papier, ça prend pas de temps, ça prend pas d'énergie, si vous voulez, sur le smartphone pour aller agrandir la carte et tout. Et les modes graphiques, c'est toujours ce qui consomme beaucoup d'électricité, hein. Donc, vous n'avez pas tous ces problèmes-là. Donc, si vous voulez, tout ce qui peut être manuel, hein, donc ça veut dire typiquement des cartes, boussole, sans aller jusqu'au sextant, mais vous voyez un peu l'idée. Une montre aussi, hein, la montre, pour éviter peut-être d'avoir à consulter l'heure sur son téléphone mobile et donc, mine de rien, économiser le plus possible la batterie. Donc ça veut dire, vous devez avoir peut-être des répertoires de numéros de téléphone sur papier, dans le même optique, pour pas avoir à chercher, si vous voulez, et passer juste le bon téléphone le bon coup de fil en dépensant le minimum d'énergie. Pourquoi j'insiste tellement sur ce point? Parce que j'ai vécu cet aspect-là en Espagne, hein. On s'aperçoit que tout de suite, il n'y a plus rien du tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, euh, il y a pas de signe précurseur, ça tombe et c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire éventuellement même, euh, donc si vous avez la possibilité de mettre sur des clés USB ou disques USB ou ce genre de SSD, enfin des choses qui consomment très peu de courant, par exemple Wikipédia, ou alors en PDF, vous pouvez garder éventuellement un guide de survie. Bon, idéalement, il faut le garder sur papier, hein, de toute façon, et puis bien mettre ça dans des pochettes étanches, voilà. Ça coûte pas beaucoup en plus. Je veux dire, rien qu'un manuel de survie ou un livre ou ce genre de choses-là, le jour où vous avez un problème, vous l'avez sous la main. Vous n'avez plus pas besoin d'aller chercher sur Internet parce qu'il n'y a plus Internet, il n'y a plus d'électricité et c'est terminé. Vraiment, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très important. Il faut vraiment envisager, pour moi, hein, ça fait vraiment partie des problématiques prioritaires dans un kit de survie. Après, ce que j'ai vu en Espagne et au Portugal, enfin en Espagne, c'est que éventuellement le réseau électrique peut être très fragile. Pourquoi il peut être très fragile? C'est important de justifier quand même ce genre de choses-là. Je suis quand même dans la profession, hein, dans la tech, et il faut bien comprendre que tous ces équipements-là, en fait, sont tous gérés par informatique. Si demain, il y avait une cyberattaque, ça fait pas partie, si vous voulez, des choses qui sont les plus protégées quand même, hein. Alors ça va l'être sans doute à l'avenir. J'imagine qu'il y a des mesures qui sont probablement en train d'être prises en ce moment, mais vous savez pas. Demain, vous pouvez très bien avoir une attaque, comme ça s'est passé aux États-Unis, hein. Il y a des signes précurseurs, si vous voulez. C'est pas sorti de nulle part. Aux États-Unis, vous avez eu, par exemple,
des industries qui faisaient l'épuration de l'eau, qui ont été attaquées et qui ont subi des dégâts à cause d'une cyberattaque. Vous avez aussi des groupes étrangers qui se sont infiltrés dans tous les équipements d'un opérateur. Donc vous imaginez, ça veut dire potentiellement, vous pouvez avoir tous les équipements d'un pays infiltrés. Si jamais il y avait une attaque dirigée contre tous ces équipements en même temps, ce qui est très possible, hein, je veux dire, techniquement parlant, c'est pas si compliqué que ça, ben à ce moment-là, vous auriez une coupure d'électricité, communication et télécommunications générale. Et donc, très vite, dans la minute qui suit, en fait, vous n'avez plus rien. Enfin, c'est même pas dans la minute qui suit. Tout d'un coup, vous apercevez, bah, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de télécommunications, et vous ne savez pas pendant combien de temps. Le problème, c'est que si c'est accidentel, comme ça s'est passé en Espagne ou au Portugal, et que les réseaux peuvent remonter, disons, assez rapidement, en une demi-journée, ça porte pas trop à conséquence. Quoique, le fait d'avoir des sauvegardes, ça peut vous permettre de sauvegarder votre travail, de continuer à bosser, même si, voilà. Le problème, c'est que si c'est une cyberattaque, il y a, si vous voulez, de quoi pouvoir mettre hors d'état les équipements pendant des jours, voire des semaines. Et là, on n'est plus dans le même truc. Là, on est carrément dans une situation d'urgence et de panique généralisée. Parce que, si vous voulez, bah, vous imaginez plus rien qui fonctionne, mais plus rien, quoi. Il n'y a pas de numéro d'urgence, pas de, pas de bouffe, hein. Il n'y a plus de bouffe qui est livrée, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien pendant des jours, des semaines. Les autorités sont nécessairement débordées dans n'importe quel pays du monde. C'est voilà, voilà, c'est comme ça. Parce que la situation est dramatique. Imaginez-vous, je veux dire, vous vous retrouvez par exemple dans une ville, il y a, je sais pas, 10 000, 100 000, 1 million de personnes, et tout d'un coup, tout le monde se retrouve au même moment, sans rien à manger, rien à boire. Vous imaginez un peu le résultat. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte, et, euh, et c'est pour ça que la partie électricité, si vous voulez, doit vraiment être gérée de manière... Il faut bien y réfléchir avant. Qu'est-ce que je fais si tout d'un coup, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus d'électricité, je reçois plus d'électricité, les télécommunications sont down. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Pour mon business, pour ma survie, pour ma famille, etc. Donc ça, c'est vraiment la leçon de 2025, c'est que c'est un sujet majeur. Et c'est que c'est un sujet qui peut se produire, voilà, y a aucune question là-dessus, et qui se reproduira dans n'importe quel pays. C'est pas une question de, voilà, c'est parce que euh, vous avez un risque qui est potentiel et vraiment très sérieux, quoi. Donc voilà, pour cet aspect-là. Donc ensuite, les médicaments essentiels, voilà, l'hygiène, kit de première urgence, bon, ça on comprend facilement, hein. 3 jours d'eau et de nourriture. Alors là, je vais revenir aussi là-dessus, parce que toujours dû à l'expérience en Espagne, pour moi, 3 jours, donc les 72 heures, si vous n'êtes pas amené à partir, hein, parce que bon, vous n'avez pas nécessairement une catastrophe naturelle et une coupure d'électricité. Bon, vous pouvez avoir les deux, mais à vrai dire, il y a beaucoup plus de risques que de manière globale, il se produise une coupure d'électricité qu'il y ait une catastrophe naturelle partout dans le pays au même moment, hein. Donc, le truc, c'est que vous avez 3 jours, mais 3 jours, quand on réfléchit bien, quand on se replace, hein, quand je me replace dans les événements Espagne et que je réfléchis au truc et que je me dis, bon, bah voilà, dans tant de temps, tu n'as plus de nourriture, tu sais qu'il y en aura plus qui vont être livrés avant on ne sait pas combien de temps, et que donc on a vu, hein, que on peut avoir une disruption des chaînes d'approvisionnement qui peut durer des jours voire des semaines. Donc ça veut dire nécessairement 3 jours
d'eau et de nourriture, c'est beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. Donc si vous voulez, pour moi, le minimum en fait, c'est vraiment d'avoir des réserves d'ultra urgence, on va dire, de l'eau et de la nourriture lyophilisée, vous savez, celle qui dure, j'en ai déjà montré hein, sur ma chaîne, de la nourriture qui dure 20 ans, les packs NRG, ce genre de choses-là, où je crois qu'il y a Seven Ocean, ou ce genre de trucs-là, voilà. Donc des packs de nourriture, bon, c'est presque de la poudre, mais ça se mange très facilement, c'est très bien. Donc ça, euh, au moins pendant une semaine. Au moins pour une semaine, pour ce type de truc-là. Et après, avoir disons un complément, en fait, pour que ça soit portable. Hein. L'idée qui se cache, quand je dis derrière une semaine, c'est pour que ça soit transportable. Alors, c'est par personne, hein, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment. Alors, vous pouvez pas transporter une semaine d'eau, hein, ça marche pas. Ça veut dire il vous faut des filtres. Si vous devez partir, il vous faut des filtres à eau, des choses pour récupérer l'eau, etc. Un dry bag, ce genre de choses-là. Éventuellement, emporter selon ce dans quoi vous partez. Hein. Si vous partez en voiture, bah, à ce moment-là, vous pouvez prendre un ou deux packs d'eau par personne. Si vous partez en vélo, vous pouvez prendre, je sais pas moi, 3 ou 4 ou 5 bouteilles d'eau, peut-être même un pack d'eau si vous avez une petite charrette ou un truc comme ça. Voilà, donc l'idée c'est ça. Hein. Et ce qu'il faut pour manger pour une semaine. Donc ça c'est vraiment du très raisonnable. Voilà. Mais en plus de ça, il vous faut le complément quelque part pour tenir facilement un mois. Donc pour tenir plutôt 30 jours d'eau et de nourriture. Donc ça veut dire avoir, bah, en termes de pack d'eau, hein, c'est pack de 6 de 1 litre, 1 litre 5. Vous en comptez à peu près bon, un par personne par semaine. Euh, donc vous voyez, hein, ça vous fait par personne à peu près 5 packs d'eau, on va dire, avec des filtres, hein, de manière à pouvoir filtrer éventuellement l'eau du robinet, qui peut être non potable. Faut en avoir conscience en fait, parce que en Occident, on a l'habitude d'ouvrir l'eau du robinet, de la boire, enfin on se pose même pas la question. En fait, vous avez des stations d'épuration, des choses comme ça. Mais c'est susceptible, ça s'est passé aux États-Unis, hein, d'être attaqué. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il faut vraiment envisager ça. Si vous avez une panne dans le réseau d'eau, euh, l'eau que vous allez pouvoir avoir à votre disposition, ça sera pas nécessairement, ça sera même très probablement pas de l'eau potable. Et donc, il faut avoir les éléments pour filtrer l'eau. Il faut avoir des éléments aussi pour épurer l'eau avec les pastilles du style micro-pur ou de l'eau de Javel. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour moi, c'est indispensable. Et vraiment, et pour la nourriture, vous avez, voilà. Ensuite, il faut un bon équilibre protéines, glucides, lipides, etc. Il faut essayer aussi d'envisager ce que vous allez faire pour avoir de la nourriture green, des légumes, des fruits. Alors, c'est difficile à conserver, donc c'est évidemment ce qui peut se conserver le plus longtemps possible. Hein. C'est pas simple. Hein. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais voilà, pour quand même avoir un certain équilibre. Mais pour moi, hein, vraiment, c'est un mois minimum. Hein. Un mois minimum. Donc ça veut dire, voilà, vous avez par exemple minimum 30 boîtes de conserve. Hein, c'est pas nécessairement ce qu'il y a le mieux, mais je veux dire, en cas d'urgence, c'est utile. Hein. Voilà, compter une boîte de conserve par jour par personne. Hein. Euh, voilà, 30 jours, 30 boîtes. Hein. Bon, ça fait pas non plus un stock monstrueux. Hein. Euh, avant la pandémie, moi je me suis retrouvé avec énormément de boîtes de conserve parce que j'avais fait des réserves pour voilà, en cas de problème, etc. Donc j'avais stocké vraiment pas mal de boîtes de conserve. Et le jour est arrivé la pandémie,
Donc il manquait pas, les ruptures d'approvisionnement n'étaient pas, il n'y avait pas de rupture d'approvisionnement, mais à mon sens, enfin, disons, les autorités n'ont pas fait, auraient dû distribuer, à partir du moment où on voulait que les gens restent chez soi, il fallait faire des distributions alimentaires de manière à casser le truc. Bon, ça n'a pas été fait, on a envoyé quand même les gens dans les magasins, mais moi, pendant toute la période de confinement, j'ai pas eu besoin d'aller dans un supermarché puisque j'avais tout chez moi, donc voilà. Euh, voilà, c'est vraiment le truc qui est important, euh, c'est vraiment minimum un mois, hein. Quand on se retrouve dans la situation de se dire, et qu'on est vraiment dans le truc, hein, quand on se dit, bah voilà, il n'y a plus de distribution de nourriture, plus d'eau, plus rien, et je sais pas quand est-ce que ça va revenir, bah à ce moment-là, il faut avoir des réserves, et 3 jours, c'est absolument insuffisant. 3 jours, c'est ça, ça va pour se déplacer. Moi, je pense qu'il vaut mieux une semaine, hein, voilà. Mais ça demande de s'entraîner aussi au cours de l'année. Bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Les documents importants, ok, bon, ça d'accord. Une couverture, hein, ça peut être une couverture en laine. Franchement, c'est très très pratique. C'est très pratique, que ce soit en hiver ou en été, hein, on peut faire pas mal de choses avec une couverture en laine. Après, vous avez, voilà, euh, comment dire, pencil, c'est les crayons Bic. Bon, de quoi écrire, on va dire, de quoi écrire. Il y a du papier étanche, donc ça peut être sympa d'avoir ça. Ensuite, un couteau. Un couteau. Bon, ça, en France, c'est un peu problématique avec la réglementation. Enfin, bon, un sifflet. Bon, ok. Des clés de rechange pour la maison et la voiture. Des lunettes et des lentilles de contact. De la nourriture pour les chiens. Oui, bah oui. Si vous faites euh, un mois de nourriture, bah, prenez la nourriture pour le chien aussi, quoi, parce que le pauvre bête, faut qu'il mange malgré tout. Euh, de même que pour les bébés, etc. Les enfants, tout ça. Euh, alors, vous avez aussi besoin de différents outils. Euh, outils. Euh, Alors, en hiver, donc ce qui m'a intéressé dans le fait d'étudier un peu ce qui se faisait pour l'Écosse, hein, c'est un pays froid, on va dire, tempéré, pas chaud, quoi. Donc en hiver, hein, vous avez besoin donc de mettre dans la voiture un kit de première urgence, mais enfin bon, ça doit être tout le temps dans la voiture en fait, hein. Ce qu'il faut pour la batterie, une lampe torche, des cartes, ça c'est important, les cartes, une couverture, effectivement, reflecting warning sign, ça peut être nécessaire. Peut-être vous pouvez aussi avoir besoin de choses pour réchauffer certains points de la voiture. Je pense par exemple aux, euh, aux serrures, aux serrures qui peuvent être gelées en hiver. Voilà, il y a un tas de choses comme ça qui peuvent être très très utiles. Et puis, Ice Scraper, donc c'est pour enlever la glace du pare-brise. Euh, un, un revêtement pour éviter la neige. Enfin, voilà. Des, des vêtements et des bottes chaudes. Et puis, de l'eau chaude et des aliments. Donc pour le temps froid. Voilà. Bon, c'est pas très original, hein, c'est pas même spécialement pertinent à vrai dire. Je trouve que ils auraient peut-être pu. Donc
Pour moi, il y a un équipement qu'ils ont oublié, et pourtant qui est un équipement, à mon avis, qui est ultra important. C'est une couverture, c'est bien, mais un sac de couchage, c'est indispensable. Alors, dans les sacs de couchage, en fait, vous avez deux possibilités. Vous avez le sac de couchage à plumes qui est plus léger et qui garde mieux la chaleur, et puis le sac de couchage synthétique qui est plus lourd et garde moins bien la chaleur. Personnellement, en situation d'urgence, il n'y a pas photo. Je pense que le mieux, c'est quand même en synthétique parce que il a l'avantage en fait de ne pas être sensible à l'humidité. C'est-à-dire que le sac de couchage en plume, si jamais il y a de l'humidité, eh bien voilà, vous perdez la chaleur et à ce moment-là, bah, c'est dommage, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est pour ça que le, le sac de couchage synthétique me paraît mieux parce que dans ces situations, il ne faut pas se leurrer, on est vraiment en situation de stress. Donc on risque de faire des bêtises. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être laissé où il ne faut pas le sac de couchage, ça peut être renversé de l'eau dessus, c'est bête, hein, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut être voilà, on ferme l'endroit où on habite trop, voilà, il y a de l'humidité dans le sac de couchage, etc. Donc moi je pense que la meilleure solution en fait pour tenir compte de ça, c'est quand même le synthétique. Après, s'il n'y a pas de... Je veux dire, si c'est pour laisser à la maison, peut-être que le duvet naturel, on va dire, peut-être mieux. Idéalement, disons qu'en déplacement, je prendrais plus facilement synthétique. C'est contre-intuitif, hein, parce que c'est plus lourd. Mais il faut peser aussi les risques, hein. Les risques, c'est vous êtes en situation d'urgence. Si vous devez partir, vous savez pas, vous pouvez tomber dans une rivière ou dans une flaque d'eau où c'est votre sac qui peut tomber, où il peut y avoir de la pluie. Vous avez mal ficelé votre truc. Le sac de couchage prend la pluie, à dommage. Voilà, donc ouais, vous voyez, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est, faut jamais oublier quand on fait de la survie, ça c'est pas assez mis en avant, je trouve, à chaque technique, à chaque élément, il faut toujours penser que vous êtes en situation de stress. En situation de stress, votre intelligence, enfin l'intelligence de tout le monde diminue, hein, je veux dire, mais diminue fortement. Si vous êtes fort stress, bah, vous passez, votre intelligence, elle passe de 100 à 30, hein, je veux dire, voilà, il y a vraiment une charge. Maintenant, on parle de charge mentale qui est très importante, donc il faut toujours penser, voilà, si vous prenez, par exemple, si vous avez un papier, un crayon, par exemple, hein, vous pouvez vous dire, bon, de toute façon, je peux prendre n'importe quel papier et crayon. Mais en fait, quand vous êtes en situation de stress, peut-être vous allez trop appuyer sur le crayon, et donc, si jamais le papier est pas solide, il va percer. Si jamais le stylo ou le crayon noir est pas assez solide, bah, il va se casser. Donc, et à ce moment-là, ça vous servira plus à rien. Donc, il faut penser que vous allez être en situation de stress et bah, prendre du papier plus résistant, prendre un crayon voilà, rustique mais résistant. Vous voyez un peu l'idée. Et il faut faire ça pour tout en fait, hein. Penser à la situation de stress. Donc pour moi, ça c'est un grand manque, hein, des kits de survie. Je pense vraiment que même pour rester chez vous, parce que de toute façon, dans les climats tempérés, l'hiver est difficile. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, le chauffage, dès l'instant où vous n'avez plus de chauffage, bah, le seul moyen de passer une nuit à peu près correcte, c'est d'avoir un sac de couchage. Hein. Vous avez votre sac de couchage en hiver, bon bah voilà, la température en intérieur, elle peut descendre, bon, peut-être vers 10 degrés ou ce genre de choses-là, voilà. Dans les situations dures, peut-être elle peut vraiment chuter beaucoup. Mais voilà, vous avez votre sac de couchage qui vous permet quand même de passer une nuit, disons, et de rester en bonne santé après, quoi. C'est vraiment. Donc, je pense que
c'est un oubli. Il doit vraiment y avoir un sac de couchage de manière systématique partout. Dans le sac de couchage, vous pouvez améliorer un peu les choses avec... alors, vous avez des équipements en laine qui peuvent être utilisés. Donc, alors faut pas oublier que tout ça, ça doit rester sec. Hein. Faut absolument pas que ça soit humide, c'est très important. Donc, ça doit être conservé dans des sacs étanches, hein, dry bag, sac en plastique avec clips, enfin voilà. Donc, ça veut dire, vous avez les chaussettes, hein, vous avez un, un collant, un collant pour les jambes, et puis vous avez aussi une veste, hein, pour le haut, en fait, voilà. Et tout ça, ça peut être soit en alpaga, soit en mérinos. Voilà, c'est deux laines qui sont bien. Le mérinos, moi je trouve c'est vraiment un truc génial. Le problème, c'est que les constructeurs, enfin ceux qui font la mérinos, en fait, font vraiment des trucs fragiles. Ouais, j'ai pas encore fait de vidéo sur le sujet. Je vais faire une vidéo sur le sujet. Malheureusement, c'est un peu scandaleux. Il faut faire attention que ça soit pas trop light, en fait. Il faut que ça soit du résistant. Quand vous êtes en mode survie, il faut pas avoir un truc qui est épais comme du papier à cigarette, parce qu'à ce moment-là, ça le fait pas du tout, quoi. Donc, vous voyez, vous devez avoir aussi un bonnet. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, une fois que vous avez votre bonnet, un buff aussi, un buff pour couvrir le cou, la tunique donc pour couvrir le torse, pour couvrir les hanches et puis les, les jambes, bah, vous avez donc le collant et les pieds, vous avez les chaussettes. Donc avec ça, vous avez vraiment déjà un premier niveau qui est vraiment très intéressant. Alors, encore une fois, il faut se mettre là-dedans que quand vous êtes sec vous-même. Faut pas, voilà, faut que ça respire. Et ensuite, il va falloir que ça respire pendant toute la nuit. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, Si vous êtes en intérieur, chez vous, vous n'avez pas besoin d'avoir genre un matelas gonflable ou ce genre de truc-là. Normalement, vous avez un lit, un sommier, voilà, c'est suffisant pour vous mettre dessus. À partir du moment où vous vous déplacez, bah, pensez à avoir alors un matelas gonflable, de quoi réparer le matelas gonflable au cas où il perce. Hein. Ça, c'est quand même très très important parce que sinon, bah, il ne sert pas à grand chose. Et puis éventuellement, bah, un tapis de sol. Enfin, c'est pas éventuellement, il vaut mieux avoir un tapis de sol euh, ou du Tyvek, hein, pour éviter justement de percer le sac. Donc ça, pour moi, c'est important pour l'hiver. Il faut vraiment avoir ça nécessairement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour l'hiver? Euh, Il y a toute la production de feu, mais bon, je ne vais pas aller là-dedans. Je me situe dans le cas, si vous voulez, où vous êtes chez vous. Donc là, typiquement, ce que je viens de vous décrire pour l'hiver, c'est il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de fuel, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, vous ne pouvez plus vous chauffer. Donc, comment vous passez une nuit, disons, sans mettre en danger votre santé? Enfin, c'est vraiment ça l'idée, en fait. Hein. Alors, donc je vous ai parlé du Home Emergency Plan. Alors, ouais, bon, c'est vraiment très très light. Hein. Il n'y a pas grand-chose en fait. Donc, restez à l'intérieur, fermez toutes les fenêtres, les portes, etc. Restez à jour. Donc, radio, TV online. S'il n'y a pas d'énergie, à ce moment-là, les radios FM ou AM, hein, donc ça va être utile. Ça, on en a déjà beaucoup parlé. Écoutez les radios FM, les fréquences des radios FM. Peut-être je pourrais faire un truc là-dessus, une vidéo sur ce sujet. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Moi, je le ferai. Les numéros importants, donc ça, c'est valable pour l'Écosse. Hein. Normalement, vous avez... Ah ouais, bah, l'Écosse, c'est pas l'Europe, donc ils n'ont pas de numéro normalisé.
Donc ça, je vais pas vous dire de bêtises, donc je vous dirai pas pour l'Europe. Est-ce que vous êtes préparé? Donc après, voilà, vous avez faire un clic-clic. Bon, c'est vraiment le minimum, hein, c'est vraiment le minimum. Mais ils disent d'aller voir le site. Donc le site, c'est ça, hein, c'est ce que je vous ai montré, Ready Scotland. Vous avez un certain nombre de choses. Bon, voilà. Soyez prêts, etc. Euh, vous avez Emergency Kit. Donc ça, c'est ce qu'on a passé en revue. Vous avez continuité du business, etc. Voilà. Donc c'était Ready Scotland. Bon, c'est toujours intéressant de voir ça. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.